Iran. Une foule déchaînée exige la démission du Premier ministre pro-communiste en faveur du Shah, soutenu par les Occidentaux. Guatemala. Une armée de gueux traverse la frontière pour renverser un président qui s'oppose aux intérêts américains. Cuba. Une force d'invasion débarque dans la baie des Cochons pour déloger Fidel Castro. Espionnage, propagande, subversion. La CIA. Une certaine idée de la diplomatie. 19 juillet 1953. Au volant d'une voiture louée, James Lockridge, homme d'affaires américain, se rend de Beyrouth à Téhéran. Il passe la frontière à Cananquin, où un douanier se trompe en enregistrant son passeport. Pour les autorités, il devient ainsi Monsieur Cicatrice à la tempe droite. Mais qu'importe, puisque de toute façon, James Lockridge n'est pas son vrai nom. Ce prétendu homme d'affaires est en réalité un agent de la CIA. Sa mission ? Orchestrer pour le compte de celle-ci la première tentative de renversement d'un gouvernement. Son vrai nom est Kermit Roosevelt. Âge 35 ans, né en Argentine à Buenos Aires. Petit-fils de Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis. Diplômé de Harvard en 1938, il a été successivement historien, homme d'affaires et officier des renseignements au service de l'OSS. Le Moyen-Orient est le théâtre d'innombrables intrigues politiques. La Perse est le pays des contes des 1001 nuits de Scheherazade, Ali Baba, Aladdin. Mais Kermit Roosevelt, lui, s'intéresse uniquement à la dure réalité. Sa cible est Mohammad Mossadegh, le premier ministre d'Iran. Les enjeux sont de taille, le communisme et le pétrole iranien. Mossadegh est un excentrique haut en couleur qui tient ses conférences de presse en pyjama en direct de son lit. Ce premier ministre un peu voyant a réduit le jeune Shah Reza Pahlavi au rôle de souverain fantoche, alors qu'il est héritier du trône d'Iran. Sympathisant de l'Union soviétique, c'est un progressiste et un farouche adversaire de l'impérialisme occidental. Pire encore, il a osé nationaliser la juteuse compagnie des pétroles anglo-iraniens. Ulcérés, les Britanniques ont rapatrié leurs techniciens en signe de protestation. Et à Washington, le président Eisenhower s'est engagé à aider les Britanniques à renverser Mossadegh. Et pour ce faire, on a lancé l'opération Ajax, dont a été chargé le nouveau patron de la CIA. Nom, Alan Welch Dulles, âge 63 ans. Un grand bourgeois, ancien de Princeton et conservateur convaincu. Son frère, John Foster Dulles, est ministre des Affaires étrangères du président Eisenhower. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Alan Dulles a dirigé des opérations pour l'OSS en Suisse. C'est un spécialiste des entreprises clandestines. La CIA commence donc par prendre contact avec le Shah pour lui dire que les États-Unis et la Grande-Bretagne sont prêts à le soutenir s'il veut reconquérir le pouvoir. Mais les prises de contact sont délicates. Le palais est truffé de micros. Kermit Roosevelt doit impérativement rencontrer le Shah dans le plus grand secret. Au cours de ces réunions clandestines, ils élaborent un plan d'action pour lequel Roosevelt garantit le soutien de l'Occident. Le Shah édicte alors 2 firmants ou décrets impériaux. L'un déposant Mossadegh, l'autre nommant son beau-frère, le général Fazlollah Zahedi, au poste de Premier ministre. Lorsque les décrets sont publiés, Mossadegh, renseigné par un agent double, ne se laisse pas démonter. Il rassemble les troupes qui lui sont fidèles, annonce à la radio qu'il est victime d'un complot et décrète l'état d'urgence. Le Shah et sa femme s'enfuient à Rome. Le ministère des Affaires étrangères américain donne l'ordre à Kermit Roosevelt d'abandonner l'affaire et de quitter le pays. Mais un proche de Roosevelt retarde le message de 24 heures, laissant ainsi à celui-ci une ultime chance de réussir. Roosevelt pense que le peuple et l'armée sont prêts à se soulever contre Mossadegh pour peu que la CIA veuille bien les aider. Quelque part dans la foule se cachent 2 agitateurs professionnels, surnommés Bosco I et Bosco II.
Ils ont pour mission d'acheminer les paysans vers la ville aux frais de la CIA. Selon le scénario élaboré par Roosevelt, la foule descend dans les rues de Téhéran en criant « Abba Mossadegh, longue vie au Shah ». Puis, au moment propice, Roosevelt envoie le général Zaidi debout sur un char pour conduire la foule. La maison de Mossadegh est mise à sac, mais le Premier ministre parvient à s'enfuir. 3 jours plus tard, Mossadegh se rend à la police iranienne. Il est jugé pour trahison et assigné à résidence pendant 3 ans. Le 29 août 1953, le Shah fait un retour triomphal. Il dira à Roosevelt « Mon trône, je le dois à Dieu, à mon peuple, à mon armée et à vous ». Reconnaissant, il accepte la création de la Compagnie nationale des pétroles iraniens, détenue à 40% par les Américains et à 40% par les Britanniques, tant que le Shah restera au pouvoir. Sous la direction avisée de Kermit Roosevelt, l'opération Ajax aura duré 1 mois et coûté à peine $60 000. Le coup d'État en Iran marque l'apogée de la carrière d'Allen Dulles. Mais malgré le succès de l'opération Ajax, Kermit Roosevelt, son artisan, lance un avertissement. Je leur ai dit, ne commettez pas l'erreur de croire que vous pourrez recommencer n'importe quand. Il faut que la situation soit optimale, que le peuple soit de votre côté et, si possible, l'armée. Mais cet avertissement restera lettre morte. Allen Dulles est déjà en train de s'intéresser à une autre menace communiste, au Guatemala. Guatemala, printemps 1954. À l'abri derrière sa couverture d'homme d'affaires international, un agent de la CIA se fond dans la population de Guatemala City, la capitale. Nom, Howard Hunt. Âge, 35 ans. Né à Hambourg, dans l'État de New York, il est diplômé de l'université de Brown. Officier de l'OSS en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est lui aussi un spécialiste des opérations clandestines. Et qui plus est, il parle couramment à l'espagnol. Allen Dulles l'a envoyé en Amérique centrale pour prendre le pouls de l'armée guatémaltèque. Et Hunt a constaté que de nombreux officiers supérieurs seraient prêts à trahir leur président, ce qui ne manque pas d'intéresser la CIA. Le Guatemala, véritable république bananière, est sous la coupe d'une gigantesque société américaine, la United Fruit, laquelle, non contente de dominer le secteur des fruits et légumes, contrôle aussi les chemins de fer, les télécommunications et même les postes. La plupart des Guatémaltèques vivent dans la misère, 75% sont illettrés. L'espérance de vie est de 40 ans et les paysans ont conscience de se faire exploiter par la United Fruit. Le nouveau président, Jacobo Arbenz, a promis de réformer l'agriculture et de briser le monopole de la United Fruit. Pour la CIA, c'est un sympathisant communiste et un pro-soviétique. Jacobo Arbenz veut moderniser son pays. Il confisque 200 000 hectares de terre en friche appartenant à la United Fruit pour les redistribuer aux paysans. La United Fruit fait aussitôt appel à son ancien conseiller juridique et pour l'heure ministre des Affaires étrangères, John Foster Dulles, lequel s'engage à les débarrasser de ce dangereux fauteur de troubles. Son frère, patron de la CIA, actionnaire de la United Fruit et ancien membre de son conseil d'administration, reçoit le feu vert. La CIA donne à cette entreprise le nom de code Opération Succès. La tentative de coup d'État reposera sur une poignée de soldats, quelques avions et surtout sur un recours massif à la guerre psychologique. La CIA réunit une équipe de choc. Avec à leur tête Richard Bissell, secrétaire personnel d'Allen Dulles, et l'agent secret Howard Hunt, nommé chef de l'action politique. Objectif, renverser le président et installer à sa place le colonel Carlos Castillo Armas. Armas est un militaire de carrière qui a déjà à son actif une tentative de coup d'État manquée. Quasiment inconnu hors de son pays, c'est un anticommuniste sur lequel on peut compter pour défendre les intérêts de la United Fruit.
La CIA installe un camp d'entraînement clandestin au Honduras, pays voisin du Guatemala. Armas recrute plusieurs centaines d'exilés guatémaltèques et quelques soldats mercenaires pour sa soi-disant armée de libération. La CIA offre royalement 4 vieux coucous de la Deuxième Guerre mondiale, qui seront pilotés par des volontaires américains. Mais la clé de voûte de l'opération sera l'action psychologique. On fera croire à Arbenz que la révolution est en marche. Depuis des stations radio clandestines, les équipes de propagande de la CIA font monter la pression pour inquiéter Arbenz. Elles font état de concentration de groupes armés aux frontières, prêts à envahir le pays. Arbenz panique et mord à l'hameçon. Il prend ses soldats en haillons pour une véritable armée d'invasion, soutenue par les États-Unis. Et il se tourne vers l'Union soviétique pour demander des armes. En mai, un cargo suédois, l'Alfem, arrive au Guatemala chargé d'armes légères et de munitions en provenance de Tchécoslovaquie. Washington n'attendait que ce prétexte pour renverser Arbenz. 18 juin 1954. Le colonel Armas et son armée de libération, à la solde de la CIA, passent la frontière dans 4 ou 5 camions déglingués. Leur arrivée au Guatemala n'est pas accueillie par des foules en délire. Ils s'arrêtent 10 km après la frontière et attendent de voir ce qui va se passer. Les 4 bombardiers américains, basés à Managua, au Nicaragua, ont un effet psychologique certain. Armés pour faire le plus de bruit possible, y compris de blocs de dynamite attachés à des grenades et de bouteilles explosives remplies d'essence, ils larguent leurs projectiles sur les cibles les plus visibles. Champs de manœuvre, entrepôts de munitions, casernes. Les pertes sont minimes, mais les bombardements ont un effet désastreux sur le moral de l'armée et de l'opinion. La propagande de la CIA relate les victoires fictives d'une armée fantôme forte de 5000 hommes. En réalité, l'armée de libération compte un peu moins de 400 soldats qui ne combattront jamais. Mais Arbenz croit à ce qu'il entend. Anéanti par les faux communiqués de la CIA, il démissionne et se réfugie à l'ambassade du Mexique. Maintenant, Armas peut faire son entrée. 50 000 badauds, tous équipés de pétards dûment fournis par la CIA, viennent l'accueillir à sa descente d'avion. « 7 juillet 1954. Carlos Castillo Armas est élu président du Guatemala. Il était le seul candidat. Très vite, la United Fruit récupère les terres confisquées par Arbenz. Armas fait arrêter quelques 4000 personnes soupçonnées de communisme. Il abroge la Constitution de 1945 et prive la population de ses droits civiques. Très vite, il impose une véritable dictature. À l'automne 1954, le président Armas est honoré d'un défilé à New York et gratifié de diplômes honorifiques par les universités de Fordham et de Columbia. Le second coup d'État orchestré par Allen Dulles aura pris moins de 3 semaines et coûté près de 20 millions de dollars. Mais le Guatemala aura servi de terrain de manœuvre pour une opération de beaucoup plus grande envergure, car la cible suivante va être Fidel Castro et Cuba. « 1960. Allen Dulles a en tête un projet follement ambitieux, renverser Fidel Castro. Mais l'enjeu est de taille. Le communisme est solidement installé à peine 130 km des côtes de Floride. La Havane, jour de l'an 1959. Un Castro triomphant vient de ravir le pouvoir au dictateur corrompu Fulgencio Batista. Castro nationalise les capitaux américains à Cuba et propose en échange des obligations cubaines sans aucune valeur.
Les États-Unis repoussent cette offre, mais Castro refuse de négocier. Il demande à l'Union soviétique une aide militaire et économique. Et un an après sa prise de pouvoir, il signe un accord de commerce avec l'URSS. Castro et Khrouchtchev, le numéro 1 soviétique, scellent leur amitié aux Nations Unies. Cuba a clairement choisi son camp. Au milieu de l'été, les armes soviétiques commencent à arriver à Cuba. Inquiet, le président Eisenhower fait de nouveau appel au frère Dulles. Allen Dulles, le patron de la CIA, entreprend à la hâte de monter une opération pour refaire le coup du Guatemala. À Miami, la CIA recrute des émigrés cubains, les envoie dans des camps d'entraînement au Guatemala et reconstitue l'équipe qui a si bien réussi là-bas. Richard Bissell, devenu directeur adjoint à la CIA, se voit confier la responsabilité de toute l'opération. Comme le dit un de ses collègues, où il y a de l'action, il y a Bissell. Et cette fois encore, on retrouve Howard Hunt, l'agent tout-terrain de la CIA. Mission, constituer un gouvernement provisoire. Au Guatemala, la CIA entraîne une unité de 1500 émigrés cubains. La brigade de 1506 est censée envahir Cuba et tenir ses positions pendant 72 heures, en attendant qu'un soulèvement populaire anticastriste prenne le relais. La réussite de l'opération dépendra du soutien de l'aviation américaine. Janvier 1961. L'Amérique se donne un nouveau président et John Fitzgerald Kennedy hérite de l'opération anti-Castro préparée par son prédécesseur. C'est à contre-cœur qu'il donne carte blanche à Allen Dulles et à la CIA. Mais les ennuis ne tardent pas à arriver. Kennedy commence à douter de l'efficacité du plan d'invasion. Il craint que la présence de l'aviation américaine ne dénonce le rôle clandestin des États-Unis. Il décide de suivre de très près les préparatifs. Son ministre des Affaires étrangères, Dean Rusk, le convainc de trouver un autre site de débarquement pour éviter les pertes civiles. La ville côtière de Trinidad, 18 000 habitants, est remplacée par la baie des Cochons, isolée, marécageuse et déserte. 15 avril 1961. La première attaque aérienne détruit la quasi-totalité de l'aviation cubaine, à l'exception de 3 avions à réaction armée. Des appareils qui vont jouer un rôle décisif pour repousser l'invasion. Craignant que l'engagement américain ne soit rendu public, John Kennedy annule la deuxième frappe aérienne. Une décision fatale. 17 avril. Les forces d'invasion atteignent leur but, la baie des Cochons. Mais les bancs de sable et les récifs que personne n'avait prévus désorganisent la flotte. Une fois à terre, les soldats s'enlisent dans les marécages, ce qui ralentit leur progression. Mais surtout, contrairement à ce qui était prévu, le peuple cubain ne se soulève pas contre Castro. L'armée cubaine reste loyale à son chef. Inférieure en hommes et en armes, la brigade de 1506 est perdue. Les avions cubains ayant survécu à la première attaque aérienne abattent 6 bombardiers américains B-26 et coulent les navires censés ravitailler l'armée d'invasion. Castro sort alors ses chars et son artillerie lourde. La brigade est décimée. Le mercredi 19 avril, les envahisseurs de la CIA se rendent. 114 ont été tués. Sur les 1500 soldats que comptait la brigade, 1200 sont faits prisonniers. La baie des Cochons est une victoire éclatante pour Fidel Castro et une cuisante défaite pour le président Kennedy, qui a décidé de retirer le soutien de l'aviation au moment le plus crucial. Mais c'est la CIA qui porte tout le poids de l'opprobre. Allen Dulles sert de bouc émissaire. Son fringant adjoint, Richard Bissell, tombe aussi en disgrâce. Il est rétrogradé, puis démissionne. 5
5 mois plus tard, Dulles quitte la CIA. Peut-être son destin aurait-il été différent s'il avait tenu compte de l'avertissement de Kermit Roosevelt. Je leur avais dit, ne commettez pas l'erreur de croire que vous pourrez recommencer n'importe quand. Il faut que la situation soit optimale, que le peuple soit de votre côté et, si possible, l'armée. Cet avertissement ainsi que la défaite de la baie des Cochons ne cesseront de hanter la CIA pendant de longues années.